Voici donc un schéma, ce qu'on appelle un schéma électrique composé de composants électriques euh, passifs et un générateur. Donc un générateur qui va alimenter des résistances. Parce que sans générateur, il n'y a rien qui va se passer. Pour autant que le générateur, bien sûr, soit rempli de charge, c'est-à-dire qu'il soit chargé. Parce que si on a une pile, si on a une série de piles, une batterie, c'est parce qu'une série de piles d'1,5 volts pour avoir 12 volts, 12 volts divisé par 1,5, ça fait combien de piles? Si je mets des piles de 1,5, voilà, ça qui fait 8 piles. Là, on aurait 8 piles de. Je peux l'obtenir aussi, c'est une tension continue, hein. Je peux l'obtenir aussi avec 12 volts, je peux l'obtenir en continu avec un générateur de tension. Générateur de tension continue. Je peux générer de la tension continue à travers un générateur de tension continue qui lui est alimenté sur le secteur, bien sûr, il transforme en continu avec la tension que vous voulez par un réglage. Donc, mais ici, c'est une série de piles, c'est une batterie, bon, qui va alimenter, je veux dire, bon, supposons qu'elle est chargée bien 12 volts, elle est bien chargée, et donc, quand on la connecte avec des résistances, bien, il y a tous des courants qui vont circuler au travers de chacune des résistances. Voilà. Et là, on a affaire à un circuit composé donc d'un générateur de tension qui va fournir qui va alimenter en énergie électrique différentes résistances et les résistances vont jouer leur effet de, euh, de, je veux dire, de passage de courant, mais avec une certaine résistance au passage du courant, c'est-à-dire avec un certain courant passant dans chacune des branches des résistances. Voilà. Ici, les résistances ici, vous pouvez constater ici que le schéma qui est composé de ceci interconnecté, ben, on a toutes des résistances qui s'appellent R. R, et que la valeur exacte de ces résistances c'est 3,1 kΩ, c'est-à-dire 3100 ohms. Bon, chacune des résistances, bon, qui est R. S'ils étaient différenciés, on aurait mis un indice R1, R2, R3, R4, R5, R6, on aurait dit R1 égale autant, R2 égale autant, 3 égale autant, R4 égale autant, R5 égale autant, R6 égale autant. Si c'est pas le cas, toutes les résistances ici sont identiques. La preuve, bon, c'est pour ça qu'on appelle tout ça R, c'est toutes des mêmes résistances, donc ça, au niveau du calcul, ça va simplifier les choses. Et voilà, ces résistances valent ont toute la même valeur, 3100 ohms, 3,1 kΩ. Alors, ce qu'on demande, il y a deux questions. La première question, c'est de chercher donc la résistance, et on va chercher la résistance équivalente du circuit, hein, donc de la résistance équivalente ici, comme si on avait une seule résistance qui est la résistance équivalente totale. On va rechercher la résistance équivalente totale, voilà. Et je vais rechercher, on nous demande de rechercher le courant dans chacune des résistances, donc le courant qui passe là, le courant qui passe là, le courant qui passe ici, le courant qui passe là, ici, le courant qui passe ici, le courant qui passe là, et bien sûr, il y a toujours un courant. En fait, ici, comme on a du moins et du plus, logiquement, le courant dans un générateur va du moins au plus. Donc, logiquement, le courant va partir par là, et en fait, il va revenir au total ici. Le total arrive ici, et le total ressort ici. Voilà, et puis, il y a une décomposition de courant dans chacune des branches en fonction des valeurs de résistance. C'est juste ça, justement, ça le but du jeu, c'est de retrouver, voilà, le courant, si j'appelle ça le courant, si on va avoir affaire au courant total qui va rentrer dans le circuit, là on a encore une fois le courant total. Voilà, ici on a le courant total ici on a I total, voilà, on a un courant total qui va passer ici, et bien sûr ici on a une subdivision de courant en fonction des branches, hein. Le courant qui va entrer ici va se subdiviser en deux courants, un qui va aller par là, l'autre qui va aller par là, hein, voilà, il va se subdiviser en deux courants. Donc mais ici il va se subdiviser, euh, voilà, en deux courants partiels. Là on a un courant total, il va se subdiviser en deux courants partiels, et ce courant partiel là va de nouveau se resubdiviser en courant partiel. Donc on va aller là, là, celui-ci va aller là et là. Celui-là va retourner, bien sûr, ici on a un courant qui vient ici, un courant qui vient là, un courant qui vient là, et il va retourner à la source. Voilà. Il va pas retourner là-bas, pourquoi? Parce qu'en fait, il préfère, le courant préfère passer là où il y a moins de difficultés au passage du courant. Donc il va pas retourner par là, ce courant-là. Donc ces trois courants-là vont fatalement retourner là où il y a moins de difficultés, c'est-à-dire ici. On a comme un court-circuit, mais c'est pas un court-circuit, on a quand même une faible, très faible résistance. Un fil, c'est toujours une très faible résistance, voilà, assimilé
un court-circuit, mais bon, c'est pas véritablement un court-circuit, c'est une très petite résistance. Voilà, parce que un fil de court-circuit, c'est R égale 0. Voilà. Ouais, R égale 0. Voilà. Mais on n'a jamais R égale 0, on a une très petite résistance, mais qui joue en fait le rôle quand même malgré tout de R égale 0, parce que c'est très petit. Voilà. En première approximation, on peut dire que c'est R égale 0, voilà, mais c'est pas vrai parce que c'est du fil. Le fil, il y a toujours une résistance. Mais malgré tout, c'est un courant qui passe, voilà, le courant va vouloir passer au travers de là où il y a moins de résistance. Donc ces trois courants-là vont voir moins de résistance ici, vont vouloir passer par ici. Donc en fait, ils vont retourner à la source. Donc ces trois courants-là vont donner ce courant-là. Ce courant-là va être subdivisé en ces deux courants-là. Ce courant-là va être subdivisé en ces deux courants-là. Voilà. Et ce courant-là est égal à celui-ci parce que hein, voilà, le courant, il circule ici, je veux dire, il ne se subdivise pas. Donc, comme il n'y a pas de perte de courant, il n'y a jamais de perte de courant, ce courant-là, il va passer par ici. Ouais, une perte de courant signifie une panne dans le circuit. Hein. Ouais, perte de courant, c'est grave. Hein. Parce que quelqu'un qui va toucher ici, c'est des petites tensions, des petits courants, mais dans un circuit électrique de basse tension, de basse tension, hein. Ici on a très basse tension. On est en dessous de 25 volts. Donc on est en très basse tension. Il y a des définitions dans les RJUE sur les très basses tensions, moyenne tension, voilà. Ils définissent avec précision ce que c'est qu'une moyenne tension. Allez voir le RJUE. Mais ici on est en très basse tension. Ici on est en très basse tension de sécurité. Ici 12 volts, on va pas se faire électrocuter avec 12 volts. Par contre, si on utilise 220 volts, on n'a pas intérêt à avoir des pertes de courant parce que là ça signifie que je veux dire on peut se faire électrocuter facilement. Donc là il y a des protections spécifiques pour le circuit qui est ce qu'on appelle le disjoncteur différentiel. En cas de perte de courant, il détecterait tout de suite et il viendrait, je veux dire, couper le circuit, c'est-à-dire ouvrir le circuit. Voilà, donc ici, on va calculer tout ça. Donc, sachant que dans chaque résistance, il y a 3,1 kΩ et qu'il faut calculer tous les courants dans chacune des résistances. Donc, les courants, je sais pas, ici, on va l'appeler I total ici. Hein, I total, il se retrouve ici, puisqu'en fait, il n'y a pas de déviation de courant ici. Hein, donc ici j'aurai I total. Et là on aura, je peux l'appeler I1, I2, I3, I4 et I5. Sachant que I4 et I5 sont les mêmes. Voilà. Et que I2 doit être égal à I3 plus I4. Voilà. Et on demande aussi de calculer la tension UAB. Donc la tension qu'on a, hein, si je devais mettre un voltmètre ici. Voilà. Bien sûr, les courants, je sais mesurer les courants à chaque fois en plaçant un ampèremètre en série. Hein. Si je mets un ampèremètre ici, je sais mesurer I4, I5. Si je mets un ampèremètre ici, je peux mesurer I total. Si je mets un ampèremètre ici, je vais mesurer I1. Si je mets un ampèremètre ici, je vais mesurer I3. Voilà. Et voilà, ici, je peux mesurer I4 qui vaut I5. Voilà. Cet ampèremètre-là va mesurer. Et voilà. Et si je mets un ampèremètre ici, c'est fait. Il va mesurer I4, I5 ou I5. Là, celui-ci va mesurer I3. Et si j'en mets un là, bien sûr, vous comprendrez que il va mesurer I2. Voilà. Donc, je peux placer des ampèremètres à différents endroits. Un ampèremètre, il faut couper le circuit. Hein. Il faut couper le circuit. Vous devez couper le circuit pour mettre un ampèremètre. Bon, maintenant, si vous voulez pas couper le circuit, il existe ce qu'on appelle des pinces ampèrmétriques. Ben, je veux dire, on entoure le fil et via une manière magnétique qui calcule le courant facilement, hein, qui est proportionnel à l'induction du circuit magnétique que vous avez refermé. Voilà, parce que c'est une pince on la referme autour des fils. Donc ça veut dire que la pince ampèrmétrique n'a pas pour vocation de couper le circuit. Il ne faut pas couper le circuit pour mettre un ampèremètre. La pince ampèrmétrique, vous mettez au-dessus et vous mesurez le courant. Et grâce à ça, on peut mesurer les pertes de courant aussi, hein, parce que si vous éteignez tous les consommateurs, si vous passez une paire ampèrmétrique qui a du courant qui passe, un léger courant, ça veut dire que la pince ampèrmétrique va détecter une perte de courant. Maintenant, la pince ampèrmétrique permet de mesurer des courants, bien sûr, dans les voitures, hein, parce qu'il y a du courant dans les voitures à travers le circuit électrique. Bon, là je me suis un petit peu étalé, on va revenir à nos moutons ici, et on va calculer en première approche la résistance équivalente R total. Alors, pour ça, il faut faire ce qu'on appelle une décomposition, point par point. Et donc, j'espère avoir de la place, parce que c'est toujours l'éternel problème de pouvoir placer mes explications. Voilà.
Donc ici, je vais d'abord faire ces deux résistances en série. Bon, si je mets ces deux résistances en série, j'ai une résistance équivalente. Ces deux-ci vont donner une résistance équivalente. Et la résistance équivalente de deux résistances en série, je vais l'appeler R équivalent 1. R équivalent 1 vaudra R plus R. Ben, R plus R, ça fait 2R. Hein. Voilà. Hein. Donc ici, c'est comme si on avait un circuit qui faisait ceci. Donc, si je redessine le circuit, c'est comme si j'avais 2R entre A et B. A, B, voilà. Donc j'ai bien 2R entre A et B. Attention que c'est fondamental de mettre les points de potentiel. Hein. L'idéal c'est de décomposer un maximum de points de potentiel. Mais ici avec 3 ça suffit parce que le point A il est là, le point A il est là. Le point A il reprend la branche ici qui vient ici, la branche là qui vient ici, la branche là qui vient ici, la branche là qui vient là. Voilà. Le point B, ben, il reprend la branche là qui vient ici, la branche là qui vient là, la branche là qui vient là. Le point C reprend la branche qui vient là et la branche qui vient là. Bon, maintenant, est-ce qu'on aurait pu mettre un point là? Pourquoi pas? D. J'aurais pu l'appeler D ici. Voilà, D. Donc, s'il manquait un point, j'aurais juste rajouté un point D ici. Voilà. Un point D. Donc, voilà. Et là, on a bien décomposé. Donc, ici, R plus R, ça fait 2R. Donc, j'ai 2R en parallèle sur R. 2R, R et R est en parallèle sur la branche AB ici. Donc, j'aurai 2R en parallèle avec R. C'est ce que je fais ici. 2R est en parallèle avec R. Voilà. Maintenant, bien sûr, de B à C, j'ai toujours R. De B à C, j'ai toujours R. De C à A, j'ai toujours R. Voilà. Donc j'ai mis, donc j'ai une deuxième, la branche là était mise, AB, le R là je l'ai mis, j'ai mis celui-ci, mais j'ai pas mis celui-là. Donc maintenant je vais mettre de C à A, j'ai R. De C à A, j'ai R. Voilà. Et je ne mets pas la source de, si, il y a encore un point, R. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, la résistance équivalente, c'est la résistance que verrait, je veux dire, la source de tension à ces bornes. Hein. Donc, à la borne AD. Hein. Voilà. C'est ça la résistance équivalente. Hein. C'est toute la résistance là. Combien est-ce qu'elle vaut? Voilà. Sachant que R vaut 3,1 kΩ. Mais ça, on s'en fout. Bon, maintenant, ça, c'est l'étape numéro 1. Voilà. J'ai fait une réduction de résistance. Maintenant, ce que je peux faire, c'est ces deux résistances-là en parallèle que je vais appeler R équivalent 2. R équivalent 2, bon, on sait bien qu'on a 1 sur 2R plus 1 sur R. C'est l'inverse des résistances. 1 sur 2R plus 1 sur R est égal à 1 sur R équivalent 2. Voilà. Autant dire que là, je peux calculer R équivalent 2 qui vaut... tout d'abord, je vais faire 1 sur R équivalent 2, c'est égal à... Si je mets 2 sur R, là, pour avoir, il est déjà en 2 sur R, ce qui fait 1. Et là, pour avoir 2 sur R, je multiplie par 2. Donc, ce qui fait 3 sur 2R. Donc, R équivalent 2 vaudra 2 tiers de R. J'inverse tout. 2 tiers de R. Bon, et ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, je redessine. Donc, entre A et B, j'ai 2 tiers de R. Et 2 tiers de R, en fait, c'est cette résistance-là, cette résistance-là. Bon, voilà, maintenant, je redessine entre B et C. J'ai toujours une résistance. Voilà. Et là, je dois retourner en A. Voilà. Et là, j'ai toujours R. Bien sûr, j'ai une résistance ici, R. Et après, on a la source de tension ici. Moins, plus. Bon, maintenant, j'ai deux résistances en série ici. 2 tiers de R et R. Là, celle-ci est en série avec celle-ci. Donc, je vais calculer R équivalent 3. R équivalent 3 va donner 2 tiers de R plus R. Bon, ce qui fait 2 tiers plus 1, ce qui fait 3 tiers, ce qui fait 5 tiers de R. Voilà que vaut R équivalent 3. Et ça, c'est le schéma numéro 3 que je vais mettre ici. Hein. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Le schéma équivalent numéro 3, c'est on a 5 tiers de R, voilà, qui regroupe 2 tiers et R,
en parallèle avec R. Voilà. Et bien sûr, il y a encore une autre. Ici, j'ai le point C. Là, j'ai plus de point B parce qu'il a disparu ici. Voilà. A. Et ici, j'ai la source de tension. Ici, on a toujours R. Voilà. Là, on peut mettre le point D comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais faire le 4 ici. Le 4 là. Je vais le faire ici. Le 4, je vais mettre les deux là en parallèle. 5 tiers de R. Donc, c'est R équivalent 4. R équivalent 1 sur R équivalent 4, c'est égal à 1 sur 5 tiers de R. 5 tiers de R. Non, c'est l'inverse de 5 tiers de R, c'est 3 cinquièmes de R. Voilà. 1 sur R équivalent 3, 4 ici. C'est égal à 3 cinquièmes de R plus 1 sur R. Voilà. Donc, ce qui fait 3 plus 5 sur 5R. Ce qui fait 8 sur 5R. Voilà. Et si j'inverse pour avoir R équivalent 4, mais ça qui fait 5 huitièmes de R. Voilà. Donc, le schéma, je vais le mettre ici, le 4. Le schéma va regrouper ceci. 5 huitièmes de R. Voilà. Et maintenant, donc c'est ces deux-ci. Et là, maintenant, il ne me reste plus qu'une résistance R. Voilà. Et maintenant, pour avoir le schéma total, eh bien, il suffit d'additionner ces deux résistances-là. Voilà. 5 huitièmes de R plus R. Parce qu'ils sont en série. Donc, c'est le R équivalent total. Le total vaut ces deux-ci en série, c'est-à-dire 5 huitièmes de R plus R. Ce qui fait 8 huitièmes plus 5 huitièmes, 8 plus 5, 13 huitièmes de R. Voilà. Bon, sachant que R vaut ici, on voit ici. Voilà. Sachant que R vaut 3100. 3100. Voilà. Donc je fais 13 huitièmes. 13 huitièmes fois 3100. Voilà. Machine à calculer. Voilà. La valeur exacte, c'est 5037 ohms. Voilà, donc 5037. Hein. 5037 ohms. Donc, R total, c'est égal à 5037. Bon, je laisse tomber la virgule, hein, c'est pas ça qui va changer. Ce qui fait 5 kilo ohms en fait. Donc, la résistance totale vaut 5 kilo ohms 37. 5,037 kilo ohms. Voilà. Ou, si vous voulez, 5037 ohms. Et si vous voulez la virgule, ben, c'est 0,5. Voilà. Si vous voulez être précis, voilà. Au dixième. Voilà. Donc, ceci étant dit, on a calculé la résistance équivalente. Donc, toutes ces résistances que vous voyez, on a R qui vaut 3100. Mais au total, on a 5000 ohms. Hein, sachant qu'on a 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, mais on a au total 5000. Bon, pourquoi on n'a pas 3000 plus 3000 plus 3000 plus 3000 parce qu'elles ne sont pas en série. Dès le moment où vous mettez des circuits, des résistances en parallèle, fatalement, le problème c'est que bon, il y a une diminution, il y a des diminutions de résistance qui vont se faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas un nombre qui est au-delà de voilà, 5000. Alors qu'on pourrait croire qu'on a 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. On se dit on va avoir beaucoup. Mais non, notamment parce qu'on a des résistances en parallèle là-dedans. Et voilà. Voilà. Bon, maintenant on va s'atteler à calculer le courant dans chaque résistance. Bon, mais pour ça, il faut partir de la dernière résistance, qui est la résistance totale.
résistance totale. Je vais faire un circuit équivalent. Maintenant, je calcule les résistances. On sait bien qu'on a une résistance totale équivalente égale à 5037,5 ohms et que là, on a 12 volts. Mais rien qu'avec ça, je peux calculer le courant total. Le courant total qui va circuler dans le générateur. Donc, je peux trouver I total ici, ce fameux I total. Je peux le trouver facilement grâce à, connaissant le circuit équivalent total, je peux trouver le courant qui va circuler dans toutes ces résistances équivalentes. Donc, on sait bien que la loi d'Ohm, c'est I est égal à U sur R. Bon, U, c'est 12 volts. R, 5037,5. Et on va calculer ce fameux courant total. 5037 divisé par 12. Non. 12 divisé par 5037,5. Voilà. Ce qui fait 2,382 fois 10 moins 3 ampères. Voilà. Mais 10 exposant moins 3, c'est des milliampères. Donc, je peux dire que c'est 2,382 milliampères. Voilà. Et si je m'arrête au centième, hein, si je calcule au centième, hein, bon, voilà, c'est 2,38 milliampères. Voilà au centième. Donc, autant dire que j'ai un courant ici de 2,38 milliampères qui ne pourra jamais être dépassé, hein, parce que c'est le courant total. Comprenez ce que je veux dire? Il va soit se décomposer, oui, il va diminuer dans les branches, mais quand il va revenir au total, c'est le total vaudra ceci. On n'aura pas un courant au-delà de ça. C'est pas comme les résistances. Bon, les résistances, on se dit, ouais, on a 3 kΩ, hein, on a encore 3 kΩ là-bas, 3 kΩ là-bas, 3 kΩ là-bas. On se dit, on va avoir une grande résistance. Mais non, c'est pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Parce que bon, il y a des calculs avec des inverses de résistance qui font qu'on aura quand on aura des sommes, ben ça, fatalement, ça va augmenter, mais quand on aura des inverses, de sommes d'inverses de résistance qu'il faudra réinverser, mais là, on risque d'avoir voilà, des petites choses qui vont s'additionner plutôt que des grandes choses. Voilà. Par contre, pour le courant, ça va pas comme ça. Le courant, on a un courant total qui rentre, un courant total qui sort. Ben, ce courant total qui rentre, ben, c'est la somme de tous les courants qui passent dans le circuit. Et le courant total qui sort va passer dans tous les courants, va se subdiviser de manière pondérée par rapport aux résistances, je veux dire, pour donner des courants partiels. Voilà. Donc, de 38, c'est le maximum. On va dire ça comme ça. De 38, c'est le maximum. Voilà. Bon, maintenant, on a trouvé ceci. Maintenant, il faut remonter la chaîne. Il faut remonter la chaîne. Je sais que I total ici vaut 2,38. Ouais, je vais mettre en unité ici le milliampère pour éviter de trimballer des unités qui prennent trop de place. Je vais mettre 2,38 ici. Là, I total, c'est 2,38 quoi? Milliampères, je viens de le dire. Voilà. Je vais tout mettre en milliampères. Et ici, le courant vaut 2,38 milliampères. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous voulez calculer la tension, on peut calculer la tension entre ici, bon, là, entre C et D. Ça vaut la peine de faire ça. Mais pour autant que je trouve un marqueur rouge. Je ne sais pas ce que j'ai mis le marqueur. Voilà. On va calculer cette fameuse tension CD. La tension CD, mais il suffit juste de faire 2,38 mA fois la résistance R. C'est R fois I. 2, voilà. R qui est connu, qui est 3100 ohms. Donc on va calculer ça. Bon, je préfère calculer avec 3,1 kΩ parce que des milliampères c'est 10 exposant moins 3, des kilos c'est 10 exposant 3. Les milli et les kilos vont se neutraliser, donc je vais calculer directement 3,1 fois 2,38. 3,1 fois 2,38. Voilà. Là, on a déjà une tension de 7,378 volts. J'ai fait quoi? J'ai fait juste 3, c'est R fois I. Hein. R fois I, résistance fois le courant. 2,38 fois la résistance qui est 3,1. 3,1 fois 2,38. Comme c'est des milliampères et des kilos ohms, d'office, on va obtenir des volts. 2,38 fois 3,1, c'est 7,378.
Donc ici, on a 7,378 volts. Voilà. Autant dire qu'ici, j'ai 12 volts. Et là, j'ai déjà une perte de 7,38 volts. Autant dire que la tension qui va rester ailleurs ne sera plus que la différence entre ces deux-ci, entre ces deux tensions-là. Parce que la résistance là prend déjà 7,38 sur les 12 volts. Donc, le restant de la tension va se répercuter sur l'autre branche. Voilà. Donc ici, on a bien 2,38 mA. Voilà. Et ce courant-là va se départager en I1, I2. Bon, je vais éviter de faire des systèmes d'équations, hein, parce que il y a moyen de faire des équations avec des nœuds, des mailles, tralala, tralala. Bon, je vais pas faire ça comme ça. Je vais remonter la chaîne. Et pour remonter la chaîne, il faut que j'aille rechercher, pour éviter de faire des circuits avec des nœuds, des mailles, tralala, tralala, hein, parce qu'on sait bien que I1 plus I2 fera les I total. Que I total c'est I5 plus I3, ben ça, tout ça on sait bien. Mais pour éviter de faire des systèmes d'équations, et pour la gérer plus facilement, bien, je vais partir à partir d'ici. Donc, je vais regarder ici, entre A et C, j'ai combien de volts. Ici donc. Là, on avait la décomposition en 4 nous donnait R et tout. R c'est ceci. Et tout le restant ici valait 5/8 de R dans ma décomposition. Voilà. Donc je remonte la chaîne. Faut remonter. Vous devez, pour calculer les courants, vous devez remonter la chaîne, hein, pour éviter d'utiliser l'équation de nœuds et de mailles, tralala, tralala. Moi, je ne fonctionne pas avec ça ici parce que bon, c'est pour faciliter la tâche. Parce que bon, sinon, avec les équations de nœuds et de mailles, vous rentrez dans les systèmes d'équations. Il faut résoudre des systèmes d'équations. Ouais, il y a moyen de le faire. C'est facile quand on a mis tout en place, c'est pas un problème. Mais ici, je vais remonter la chaîne. Je vais remonter la chaîne pour tout trouver. Donc, on sait bien qu'ici, on connaît le courant total, on le connaît. On connaît la tension totale. Voilà. La tension totale, elle vaut combien? On a dit 7,38. Les calculs ici, j'en ai plus besoin. Hein. Ouais, calcul de résistance, j'en ai plus besoin. Ouais, calcul de résistance, j'en ai plus besoin. Donc ici, je vais remettre le calcul ici, j'en ai plus besoin. Parce que on connaît la valeur. Là, on a la tension ici. Voilà. On a la tension ici. La tension là, elle vaut 12 volts. Ouais, plus. Voilà. La tension là, elle vaut 12 volts. Et la tension là, 7,378. 7,378. Voilà, on l'a trouvé, ceci. Donc, on s'est trouvé la tension là. Voilà. On s'est trouvé la tension là. Et la tension là, ben, c'est 12 moins 7,378. Voilà. Donc, je vais calculer ça. 12 moins 7,778. Voilà. Moins 12. 4,622. Là, j'ai 4,622. Je fais 12 moins ça, j'ai ça. Voilà. Donc, j'ai 4,60. Si je redescends en 3, cette résistance de 5/8 de R provenait de ces deux résistances-là. Donc, ça veut dire qu'entre A et C, j'ai 4,622. Voilà. Ici, j'ai 4,622 volts entre A et C. Ouais, parce que cette branche-là provenait de ces deux résistances-là. Voilà. Et 5 tiers de R provenaient de ces deux branches-là. Donc, entre A et C, entre ce point-là et ce point-là, on a combien? On a 4,622 volts. Voilà. Donc, entre A et C, j'ai le voltmètre va indiquer 4,622. Parce que si maintenant je calcule de là à là, j'ai 7, je sais pas si on voit. Si de là à là, j'ai 12 volts, de là à là, 7,378, de là à là, j'ai 4,692. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 4,692. Mais cette résistance-là provenait de la décomposition. Je recompose, en fait. Enfin, je redécompose. Avant, on composait. Maintenant, je redécompose. Je remonte. Avant, je redescendais la chaîne pour trouver la résistance équivalente. Maintenant, je remonte la chaîne pour retrouver les courants. Voilà. Donc, 4,622.
voilà, était composé, 5/8 de R était composé de 5 tiers de R et de R. Donc je sais trouver, connaissant la tension ici, voilà, calculer le courant ici, en AC. Voilà. Donc en AC, donc le R ici, la résistance là, que vous voyez ici, cette résistance là, c'est cette résistance là. Sachant que j'ai 4,22 volts ici, ben je sais trouver le courant. Voilà, je sais trouver le courant qui va passer ici. Voilà. On sait déjà trouver ce courant-là. Donc, je vais calculer ceci. On va calculer ce courant-là. On va faire, donc on sait bien que le courant, c'est U sur R. Mais le U, il vaut 4,622. 4,622 divisé par R qui vaut 3,1 kΩ. Je divise par 3,1. Voilà, ça fait 1,49 mA. Voilà. J'ai mis 3,1 kΩ. Si je divise par 3,1 km, j'aurai un milliampère direct. Hein. Voilà. Donc, ce qui fait, ici, j'ai I1 vaut 1,49 mA. Voilà. Donc, le courant I1 vaut 1,49 quoi? Mais 1,49 mA. Voilà. Donc ici, I2, il est facile à trouver. I2 sera facile à trouver parce que j'ai 2,38 mA qui vont aller là et aller là-bas. I2 va se décomposer en deux courants. 1,49 et I2. Voilà, I2 va aller par là et par là, c'est ce que j'avais dit auparavant. Mais comme j'ai déjà 2,38 qui arrive ici et 1,49 qui sort par là, c'est que la différence entre 2,38 et 1,49 va aller là-bas. Donc je sais trouver ce courant-là. Voilà, donc on va trouver ce courant qui passe là-bas. C'est 2,38 moins 1,49. Voilà, qui vaut 0,89 mA. Donc le courant qui passe ici vaut 0,89. Voilà, 0,89 mA, c'est le courant qui passe ici. Voilà, on a le courant qui vaut 0,89 mA. Bon, on continue notre petite bonhomme de chemin, parce que on doit encore chercher. Une fois que j'ai trouvé I3, le restant, tout va être. J'ai pas besoin de remonter toute la chaîne, parce qu'une fois que j'ai trouvé I3, ben, je trouverai I4 et en même temps I5, parce qu'ils sont égaux. I4 égale I5. Voilà. Mais on sait bien, tout ce qu'on sait, c'est que I3 plus I5, I3 plus I5 donnera 2,38. Voilà. Et que 0,89 sera I4 plus I3. Et comme I4, soit je remonte, il y a plusieurs manières de faire, hein, c'est ça le problème. Que je ne sais pas quelle manière de prendre. Je vais prendre une des deux. Ouais, parce que ici, je peux faire les équations des nœuds. Il y a plusieurs manières de faire. Bon, 0,89. 0,89, c'est I3 plus I4. Voilà. 0,89 sera la somme de I4 plus I3. Voilà. Bon, ce qu'on sait aussi, c'est que I5 plus I3 vaudra donc I5 plus I3 plus 1,49. Les courants entrants est égal au courant sortant. I5 plus I3 plus 1,49 est égal à 2,38. Voilà. Mais on sait bien que I4 vaut I5. I4 vaut I5 parce que c'est le même courant. Donc ici, je peux mettre I4. I4. Voilà.
Et donc là, j'ai bien deux équations, deux inconnues, donc je sais déterminer, je veux dire, mes courants, I3, I4. Donc j'aurai I3 plus I4 est égal à 0,89, et j'aurai I3 plus I4 est égal à, ouais, ça donne 0,89 aussi. Parce que 2,38 moins 1,49, ça va donner logiquement 0,89. Ouais, logiquement, ça donne 0. Si j'ai bon, c'est ça. Ouais, 1,49. Voilà, 0,89. Donc, ça nous avance pas. Ces deux équations qui sont, je veux dire, proportionnelles, ça ne m'avance pas. Bon, ben alors, on va faire la méthode que je voulais faire auparavant. Remonter la chaîne. On va remonter la chaîne. On est arrivé où? On a trouvé le courant. On a 4,62 ici, oui. Mais 4,62, ça c'est le 2. Oui, donc j'ai 4,62 volts ici. 4,62. Donc je sais calculer le courant qui va passer ici. Courant total. Celui-ci, on a déjà calculé ce courant-ci. Lui, il est connu. Ce courant-là, il est connu. Maintenant, je vais rechercher le courant qui va passer ici. Voilà. Et le courant qui passe ici, ben, en fait, c'est la tension totale divisée par, c'est U sur R. Et la résistance est composée de 2 tiers de R plus R. Voilà. Et 2 tiers de R plus R, ben, c'est 5 tiers de R. Voilà, 5 tiers de R. Donc si je fais R vaut 3100. Donc si je fais 5 tiers de 3100, 5 fois 3100 divisé par 3, et ça fait 5160 ohms. Voilà. Et si je fais 4,622, j'ai 894. Mais est-ce que j'ai pas déjà trouvé ça? 894. Ah ouais, je l'avais déjà trouvé. Ça, c'est déjà fait, ça, 0,89. Ouais, j'ai calculé une deuxième fois le courant là. Je l'avais déjà trouvé par différence, mais là, je le recalcule par la loi d'Ohm. Ouais, j'ai 894. Ce qui fait 0,89 en ampères. Je l'avais déjà trouvé celui-ci. Bon, c'est moi qui raconte une bêtise. Je l'avais déjà trouvé. Donc, si on... Ouais, parce qu'ici, j'ai fait par une deuxième méthode. Hein. J'ai pris la tension là, je l'ai divisé par les deux résistances là, et j'obtiens le courant qui va passer ici. Mais le courant, je l'avais déjà trouvé, c'est ça le problème. Si vous voulez 0,89. Voilà. Et donc, je sais trouver la tension UAB. Parce que si j'ai 0,89 ampères ici, voilà, qui passe au travers de 2 tiers de R, ben, si je fais la loi d'Ohm, U est égal à R fois I, pour avoir UAB, c'est R fois I. Mais R, c'est 2 tiers de R. Donc, ce qui fait 0,89 mA fois 2 tiers de 3,1. 2 fois 3,1 divisé par 3 fois 0,89. Voilà. Et UAB vaut approximé au centième 1,84 volts. 1,84 volts. Donc UAB, que vaut UAB? 1,84 volts. Voilà. UAB vaut 1,84 volts. Attention, AB, ici, vaut 1,84 volts. De là à là, si on met un voltmètre ici, comme je vais montrer ici, si je mets un voltmètre, on va mesurer 1,84 volts. Bon, comment ça a été trouvé? Bon, ici, tout d'abord, le courant ici, comment je l'avais trouvé ici? 0,89, j'avais fait 2,38 moins
J'avais calculé ce courant-là, hein, j'ai fait 2,38, moi celui-là. Je peux obtenir celui-là, 0,89. Mais une autre manière de faire, c'est comme je vous ai montré. Hein. On sait bien qu'on a 4,22 volts ici. Je divise par la somme des deux résistances qu'on a, 2 tiers de R plus R. Hein, voilà. Et si je fais U sur R, où R est composé de 2 tiers de R sur R, bien je retrouve 0,89 ampères qui va passer ici et là, parce qu'ils sont en série. 0,89 ampères. Voilà. Donc autant dire que là, j'ai 0,89 ampères qui va passer. Voilà, ça on le savait. Et ce qu'on sait aussi, c'est que là, on a un 49. Là, on a un 49. Un 49 ampères. Bon. Alors maintenant, il nous reste encore deux courants. Hein. C'est le courant qui va passer ici et le courant qui va passer par là. Bon, le courant qui va passer ici, ben, on connaît la tension UAB. On vient de la calculer. Connaissant la tension UAB, je vais diviser par la résistance ici, R, et je vais trouver le courant qui va passer ici. Donc je fais 6,22 divisé par 3100. Parce qu'ici on a 6,22 volts entre ce ici, on a 6,22 volts. Je vais diviser par cette résistance-là, je vais trouver le courant là. Voilà. Donc 6,22. La tension c'était combien? À 84, je m'excuse. La tension UAB, c'est 1,84 volts. Voilà. Je vais diviser par R qui est 3,1 kΩ. Donc 1,84 divisé par 3,1. Voilà. Donc j'ai dit combien? 1,84 divisé par 3,1. 59 milliampères. 0,59 milliampères, je m'excuse. 0,59 milliampères qui va passer ici. Voilà. 0,59. Donc, ici, je sais combien il va y avoir, puisque c'est 0,89 qui vient ici, qui va se décomposer en 0,59 et en celui-là. Donc, si je fais 0,89 moins 0,59, j'ai celui-là. Et effectivement, si je fais 0,59 moins 0,89, j'ai 0,295, ce qui fait 0,29, hein, 0,295, 0,296. Je vais mettre 0,296. Voilà, là j'ai 0,296. Le courant qui passe ici vaut 0,296. Voilà. Comment j'ai fait? Connaissant celui-ci que je viens de calculer, en connaissant la tension et la résistance, je sais trouver le courant, celui-là. Et comme je connaissais le courant ici et là, je sais trouver le courant là, dans la branche là. Parce que la somme de courant entrant ici est égale à la somme des deux courants sortant ici. Donc je fais juste la différence de ça par ça, et j'ai celui-là. Mais j'aurais pu faire autrement. Je calcule la tension ici divisée par 2R, et R elle vaut 3,1. J'obtiendrai la même chose. Regardez, je vais le faire tout de suite. Donc, je vais faire 1,84 qui est la tension UAB. Hein, UAB, le B, il est là. Le B, il est là. Point B. Le nœud A, il est là. Voilà. Et je vais faire 1,84 divisé par 2 fois 3,1. Voilà, 0,296, j'obtiens la même chose. Vous voyez, il y a plusieurs manières de faire. Hein, voilà, donc ici, je l'ai fait de deux manières. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, je vais un petit peu résumer la chose. Là, j'ai 0,89. Ici, ce courant 0,89 va se décomposer en le courant I4, qui est 0,296. I4, I5, c'est 0,296. 0,296. Et I4 qui vaut 0,296. Ça ne change pas. Hein. Courant là, il est en série, donc celui qui passe par ici, c'est celui même qui passe par là. Mais I3, on a trouvé que I3, c'est celui qui était entre la branche AB, entre la branche AB, c'était R, on a 0,59 ohms. 0,59 ohms ici. Voilà.
Bon. Maintenant, j'ai tous les courants, j'ai la tension UAB, j'ai même la tension UAC si vous voulez savoir. Là, j'ai toutes les tensions possibles et imaginables. Voilà, donc ici, ouais, parce qu'ici, AB, ici, j'ai combien comme tension? Entre le potentiel, ces deux-ci, c'est au régime de potentiel AB, et ces deux-ci au régime de potentiel AB. Celui-ci, cette résistance est au régime de potentiel AC, et celui-ci est au régime de potentiel CD. Or, le potentiel AC, je le connais, puisque c'est 12 moins 7, moins 7,378 volts, donc je connais le régime de potentiel AC, je connais le régime de potentiel CD, le régime de potentiel BC, je connais tout. On connaît tout. Hein, si vous voulez savoir, le recalculer, vous faites 0,89 fois 3,1, vous avez le régime de potentiel BC. Voilà. Donc on connaît toutes les tensions comme ceci. Et là, c'est le potentiel AB, et là, c'est le potentiel AB de là à là. AB, il est de là à là, de là à là. Mais BC, il est de là à là, AC, il est de là à là. On a tous les potentiels en fait. Voilà. Mais on demandait, pour l'énoncé, on demandait juste le potentiel entre A et B. Bon, maintenant, vous remarquerez que si je fais la somme de 0,296 plus 0,59 plus 1,49, je dois trouver le courant total. Courant là plus le courant là plus le courant là doit donner 2,38. Je vais y aller 0,296 plus 0,59 plus 1,49. Eh bien, effectivement, j'ai en gros 2,37, ce qui fait 2,38. Voilà, je retrouve les courants qui sont ici, ben, ils vont rentrer, ils vont donner le courant total de 2,38 ohms, de 38 milliampères. Par contre, le courant là plus le courant là, ben, c'est 2,38 qui va se décomposer en 1,49 et 0,89. Et ici, 0,89 est la somme de 0,296 plus 0,59. 0,296 plus 0,59, mais on retrouve 0,89. 0,88 si, ce qui fait 0,89. Parce qu'ici, j'ai coupé les valeurs au centième. Hein. Donc, fatalement, on retombe sur des imprécisions quand au centième, si je fais, je veux dire, voilà, des calculs qui ont été, je veux dire, ouais, si j'ai fait une troncature, voilà, une troncature, bon, fatalement, je me retrouvais avec des petits problèmes d'erreur au centième. Parce que j'ai fait des troncatures au centième. Mais au dixième. J'ai fait des troncatures au centième, non au centième, c'est bien au centième. Et là, je l'ai calculé au millier, hein, bon. Je l'ai calculé au millier, mais sinon ça fait 0,30 ici, si vous voulez. Bon, ouais, l'idéal, c'est de calculer tout avec une précision au millième. Mais millième, ça veut rien dire, c'est pour avoir une précision de calcul, hein, millième de milliampère. Parce qu'on est déjà en milliampère, c'est déjà une petite valeur. Un milli, du milli, on est très bas. Le millième du milliampère, on est très très bas. On est au millionième. Donc là, je me calcule au millionième, mais c'est pas la peine, c'est juste pour avoir une précision au niveau du milliampère. Et vous voyez que malgré tout, j'ai des imprécisions, je veux dire par rapport au millième de milliampère. Mais disons qu'ici, je vais pas mettre 0,30, je vais mettre 0,296, 0,296, 0,59, voilà. Et si vous voulez calculer les tensions, ben, vous pouvez vous amuser. Hein. Donc ici, j'ai calculé tous les courants dans les branches. Voilà. Si vous voulez la tension UBC, ben, vous faites 0,89 fois R. Donc 0,89 et R vaut 3,1 kΩ. Voilà, c'est R fois I. Et donc on va l'avoir en milliampères. 0,89 fois... Enfin, je m'excuse, je calcule une tension. 0,89 milli fois des kilos, ça, je vais obtenir des volts. Et... Ouais, parce que c'est 0,89 milliampères. Hein. Voilà, j'ai 2,57. 2,76 volts. Voilà, UBC, 2,76 volts. 2,76. Voilà. Alors, UAC. Ben, UAC, vous comprendrez que c'est 1,49 mA qui passe ici, fois, on va dire, la résistance R qui vaut 3,1 kΩ. Des milliampères fois des kΩ va me donner des volts, donc je fais 1,49 fois 3,1. 4,62 volts.
Voilà, donc, et UAB, est connu. UAB est connu, puisque je le calcule ici, 1,84. Donc ici, j'ai 7,36. Là-bas, la tension AC, 4,62. Mais attention que le 4,62, j'aurais pu faire 12 moins 7,370. Voilà. Ça moins ça va donner ça. 12 moins 7,378. Oui, c'est ça. 4, voilà. Je peux le trouver autrement, UAC. Hein. UAC, je peux faire la tension là, moins la tension là, j'ai la tension là. Bon, je retrouve. C'est comme si je faisais la résistance fois le courant ici, ben ça me donne la tension là. Moins la tension là me donne la tension là. C'est la même chose. C'est toutes des équations. On retombe sur nos pattes, je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs manières de faire. Je veux dire, il y a un autre traitement par les équations. Mais bon, là, c'est par les équations des mailles et des nœuds, et on s'est retrouvé tout ça, en fait. Mais bon, ici, c'est la manière la plus simple, c'est de, je veux dire, sans passer par les systèmes d'équations qui font intervenir les nœuds et les branches, les nœuds, les mailles, etc. Pour éviter tout ça, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je descends le circuit pour réduire le circuit à une résistance équivalente totale, et puis je remonte euh, au fur et à mesure pour recalculer au fur et à mesure, je veux dire, chacun des courants, une fois que j'ai éliminé une inconnue, mais c'est plus une inconnue, parce que les courants en inconnu, au départ j'en avais une, deux, mais celui-ci est égal à celui-là, hein, par équation, celui-ci c'est un circuit série, le même, voilà. Mais j'avais un courant à chercher, deux courants, trois, quatre courants, cinq courants à chercher. Avec celui-ci, 6, mais il est égal à celui-là. Mais en fait, j'avais 5 courants au total, en fait. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 courants. 5 courants. Et je dirais même plus, 6 courants. Parce que ce courant-là est égal à celui-là. Il y a 6 courants. Et en fait, les courants, c'est chacune des branches. Hein. Là, j'ai une branche, j'ai un courant qui passe dedans. Là, j'ai une branche, j'ai un courant qui passe dedans. Là, j'ai une branche, j'ai un courant qui passe dedans. Là, j'ai une branche, j'ai un courant qui passe dedans. Et là, ces deux-ci constituent une branche. Donc, j'ai un courant qui passe dedans. Voilà. Et en fait, les branches entre deux nœuds. Si vous avez remarqué, une branche entre deux nœuds. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les systèmes d'équations avec les nœuds, les mailles et les nœuds. Enfin, avec les branches, ouais, les branches et les nœuds. Voilà, il détermine des nœuds. À l'intérieur, ils mettent une maille dans laquelle circule un courant dans un sens. À partir de là, ils déterminent par système d'équations les équations des mailles et les équations des nœuds. Voilà. Les équations de Kirchhoff, en fait, Kirchhoff. Voilà. Et on a tout un système d'équations qu'on résout. On résout, bien sûr, le système d'équations en fonction du nombre de sources de tension et de résistance passive, bien sûr. Hein. C'est des équations données en fonction, je veux dire, parce qu'on n'a pas forcément une source de tension, on peut avoir plusieurs sources de tension voilà, imbriquées dans un circuit. Bon, là, c'est pas le cas ici. Bon, pour rester simple par rapport à ce circuit, qui est assez simple, en fait, donc ici, on aura à chaque fois, on aura un courant, deux courants, trois courants, quatre courants, 6 courants, 6 courants. Voilà. Il faut déterminer 6 courants. Mais si j'en détermine un, ben, c'est plus une inconnue. J'en connaîtrai peut-être un et indirectement peut-être deux, même trois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous éliminez au fur et à mesure les inconnus. En remontant la chaîne. Les courants, il faut remonter la chaîne. La résistance équivalente, il faut descendre une chaîne pour réduire le circuit total à un circuit simpliste. Voilà, d'une seule résistance qui constitue la résistance totale. Et puis, pour calculer les courants dans chaque branche, ben, il faut remonter la chaîne. Vous devez remonter la chaîne. Voilà. Maintenant, en remontant la chaîne des courants, rien ne vous empêche de calculer parfois les tensions, parce que la tension peut vous aider énormément. Hein, si vous connaissez un courant, vous essayez directement de recalculer la tension au bord de la branche que vous avez. Parce que en connaissant la tension, ben, ça va permettre de vous déduire que, connaissant cette tension-là, vous pourrez déduire cette tension-là. Comme vous connaissez la résistance là, vous permettra de déterminer le courant. Et voilà, paf, je retrouve un deuxième courant là, qui est 1,49. Oui. Oui. Après, il faut pas trop cogiter non plus, parce que là j'ai un courant là, mais je sais trouver ce courant-là, parce que ici, le courant entrant ici est égal au courant des deux sortants ici. Donc, connaissant l'entrant ici, qui provenait de la résistance équivalente totale et de la tension totale, U de 12 volts, mais je savais trouver ce courant total ici. Avec ce courant total là, mais connaissant
le courant total et la résistance, j'ai trouvé la tension ici. Connaissant la tension là et la tension là, je sais trouver la tension là. Connaissant la tension là et la résistance ici, je sais trouver le courant là. Connaissant le courant là et le courant là, je sais trouver ce courant là. Voilà. Mais vous voyez que je commence à descendre ma chaîne. Hein. Voilà. La chaîne, j'ai déjà déterminé. J'ai plus beaucoup tellement d'inconnus parce qu'en fait, celui-ci il a été déterminé, celui-là il est déterminé parce qu'il est égal à celui-là, celui-ci il est déterminé, celui-là il est déterminé. Donc il en reste plus que deux. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, je dois remonter la chaîne pour retrouver ce courant-là. Voilà. Voilà. Donc, comment trouver le 0,59? Là, il faut... Donc, on sait bien qu'on a 0,89, 1,49. Pour trouver ce 0,59, si j'ai la tension ici, là, je peux déterminer, comme j'ai 0,89 et la résistance, je sais trouver la tension UBC. Voilà, je connais la tension UBC. Voilà. UBC. J'ai la tension ici et ici, ben je peux trouver la tension UAB. Parce que la tension UAC, je l'ai mis 462. 462 UBC 276. Ouais. Et donc, si je fais 462 moins 276, « 472, 462 moins 2,76. Voilà, en gros j'ai 1,86, mais ça devrait donner 1,84. Voilà, en fait si vous faites la tension là, moins la tension là, vous avez directement la tension UAB. Mais bon, j'ai pas procédé comme ça pour trouver UAB. Hein. J'ai dû rechercher le courant là, en remontant la chaîne comme j'ai montré tout à l'heure. Voilà, voilà. J'avais 0,89 qui va passer ici, sachant que j'ai 0,89 ici, mais le 0,89 va aller dans la constitution de ces trois résistances qui n'en forment qu'une seule, et cette seule-là, elle est là. Donc 0,89 va passer ici, mais il va passer dans l'ensemble de ces trois résistances qui est 2 tiers de R. Donc il va passer là-dedans. Et mais cette constitution qui est 2 tiers de R est justement entre A et B. Donc fatalement, si je connais 0,89 et 2 tiers de R, je sais trouver UAB. Voilà. Je sais trouver la tension UAB parce que je connais 2 tiers de R, combien ça vaut, puisque je connais R. Et je connais 0,89, le courant qui passe dedans, dans la branche constituée de ces trois résistances-là. Voilà. De ces trois résistances-là, bien sûr, qui est la résistance équivalente, qui est 2 tiers de R. Voilà. 0,89 fois 2 tiers de R, j'ai UAB. Une fois que j'ai UAB, ben, je divise par R, je connais UAB, je connais R, je divise par R, j'ai le courant 0,59, et je peux faire UAB divisé par U sur R, donc la tension UAB sur la somme des deux résistances pour trouver le courant de 0,296. Mais j'aurais pu faire 0,4, connaissant celui-ci, mais je fais 0,89 moins 0,59, mais j'obtiens 0,296, comme celui-ci est égal à celui-là, j'ai 0,296, 0,296, et je vérifie comment, en faisant 0,296 plus 0,59 plus 1,49, si j'ai 2,38, c'est que tout est bon. Voilà. Voilà, donc c'est un circuit assez simpliste, mais je veux dire, bon, qui peut être manipulé, je veux dire, un peu de différentes manières. Je veux dire, voilà. Bon, maintenant, quelque part, rien ne vous empêche de faire un tel circuit. Hein. Vous allez chercher une résistance de 3,1 kΩ, ça doit se vendre, hein, ou proche de 3,1. Il existe des résistances proches de 3,1. Ou si vous ne savez pas avoir 3,1, vous pouvez faire des sommes de résistance pour avoir 3,1. Hein. Vous rassemblez des résistances pour avoir 3,1, soit en série ou en parallèle. Et quand vous avez une constitution dans l'ensemble de résistance qui fait 3,1 kΩ, à ce moment, vous placez cet ensemble-là, là, vous les raccordez au point là, vous raccordez là, et vous allez chercher, je veux dire, si vous n'avez pas de générateur de tension, ben vous cherchez, c'est 8 piles de 1,5, et vous faites circuler, et là, vous mesurez toutes les tensions et courants. Et vous allez voir que vous allez obtenir un filtre-lin près, bien sûr, parce qu'il y a les tolérances sur les résistances, il y a des erreurs sur les résistances, il y a des erreurs sur les appareils de mesure. Toutes ces erreurs vont faire que vous n'allez pas forcément obtenir 1,84, mais bon, peut-être 1,70 ou je sais pas quoi. Voilà, vous allez avoir des petites différences, mais vous allez vous approcher de ces valeurs-là. Voilà. Rien ne vous empêche de faire des circuits comme ça, mais il faut constituer la résistance de 3,1 kΩ de départ,
convenablement, parce qu'elle n'existe pas forcément, je veux dire, telle quelle. Vous n'allez pas aller chez le marchand en disant, il me faut une résistance de 3,1. Il va vous dire, écoute, j'en ai pas. Mais si il n'y en a pas, moi, c'est à vous à reconstituer pour essayer d'être proche de 3,1 par des résistances, soit des résistances en série, parallèle, ou du mix, pour avoir 3,1. Une fois que vous avez votre 3,1, vous placez votre ensemble qui fait 3,1 ici, 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 et vous aurez 3,1, 3,1, 3,1, 3,1, 3,1, et vous alimentez ici, en ces points-là, en 12 volts. Bon, rien ne vous empêche de faire ça. Et ça coûte pas cher. Et en plus de ça, il existe des plaquettes où on vient interconnecter, je veux dire, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Et maintenant, je dis une mode qui est l'Arduino. L'Arduino qui est le câblage électronique pour faire des montages électroniques au travers, bon, voilà, voilà, l'Arduino. L'Arduino. Et ils utilisent des plaquettes électroniques et maintenant c'est redevenu une nouvelle mode. L'électronique, ça a toujours été une mode. Une mode pour les gens qui aimaient bien, je veux dire, de faire des montages électroniques. Et maintenant, il y a la nouvelle mode électronique qui revient avec les imprimantes 3D, avec l'Arduino, mais les gens se remettent au montage électronique. Voilà, ça a toujours été comme ça l'électronique. Il y a l'électronique pratique, l'électronique hobby. Voilà, l'électronique peut être utilisée en tant qu'hobby. On apprend beaucoup de choses, hein, on s'amuse. Voilà, on peut s'amuser avec l'électronique. C'est pas forcément quelque chose qui va vous ramener un emploi, parce que ceux qui font de la vraie électronique, bon, généralement, c'est des usines de montage qui montent, je veux dire, des composants électroniques, mais tout le monde sait monter ça. Il suffit de vous prendre dans une société, vous allez monter, faire du montage, tout le monde sait faire. Le problème, c'est créer le circuit. Créer le circuit, c'est créé par des gros penseurs. Voilà, à la base, ils ne sont pas tellement des masses. Voilà, c'est des gros penseurs qui pensent au circuit électronique. Une fois qu'ils ont pensé le circuit, ben, il est monté par un peu n'importe quel kidam qui peut, je veux dire, travailler dans un circuit. On lui dit de faire ça, 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 ben, il va à la routine, faire toujours la même chose. Voilà, il n'est pas électronicien pour ça. C'est juste un monteur de plaquettes ou de composants ou de ce que vous voulez, ou un soudeur de composants, mais il n'est pas concepteur électronicien pour ça. Il y a ces concepteurs électroniciens, hein, qui se distinguent des techniciens de réparation. Voilà, il y a tous des métiers là-dedans. Mais il y a beaucoup de gens qui en font de l'électronique un hobby. Voilà, un hobby. Et vous pouvez aussi faire un hobby. euh, de l'électronique un hobby, d'autant plus que si vous voyez ça à l'école, mais rien n'empêche de vérifier vos résultats au travers de laboratoires. Et il suffit d'acheter des petites plaquettes qui ne coûtent pas cher, des résistantes qui ne coûtent pas cher, et des piles qui ne coûtent pas cher. Hein. Et ces résistants-là, ce ne sera jamais du perdu, ces résistances-là. Vous les mettez vous les rangez par valeur ohmique, hein, dans un tiroir, et vous pouvez les réutiliser quand vous devrez faire une petite application. Maintenant, il est pas obligé vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ça. Hein. Bon, parfois, vous pouvez avoir des appareils usagers, vous dessoudez les composants électroniques, hein, par exemple les résistances, vous les récupérez, vous lisez les lectures en nombre, et vous les rangez dans des boîtes, et quand vous utilisez, vous en avez besoin, vous les utilisez pour faire des petits montages électriques ou électroniques pratiques, parce que ça peut être de l'électricité ou de l'électronique pratique. Généralement, l'électronique, c'est le petit courant. Hein. Donc, comme les courants, vous avez vu, ça, c'est plutôt un montage électronique. Parce que l'électricité, c'est plus des montages gros courants. Voilà, c'est ça la différence entre le courant, l'électricité et l'électronique. Hein. L'électronique, c'est des petits courants. Donc, dès le moment où vous utilisez des petits courants, même si on n'a que des résistances, mais c'est de l'électronique aussi. C'est électronique. Si on est en électricité, ben, c'est des plus gros courants. On utilise des plus gros courants. Voilà. Par exemple, l'électricité industrielle, c'est des gros courants. Bon, là, c'est l'électricité. Voilà. Et pourtant, c'est des composants électroniques aussi, parce qu'on retrouve des thyristors, voilà, tous des gros composants. Voilà, diac, triac, on peut retrouver voilà, en électricité, qui est des plus gros courants. Voilà. Voilà. Donc, électronique, c'est petit courant. Ici, on joue avec des milliampères. Milliampères, c'est de l'électronique. Hein. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Électronique, c'est petit courant. Électricité, c'est gros courant. Voilà. Et donc, on peut avoir des schémas de résistance comme ça avec des gros courants, on a affaire à l'électricité, hein, mais si on a avec des petits courants, ben là, on en électronique. Et donc, un petit montage comme ça, c'est un petit montage, même s'il n'a pas de transistor, de diode, ou de ce que vous voulez, de composants électroniques purs, mais je veux dire, ici, on est quand même en électronique, ici, parce que ça reste, ça reste des petits courants. Voilà. Bien qu'on étudie ce genre de circuit en électricité, en électrocinétique, on étudie ce genre de circuit, comment calculer par des systèmes d'équations mathématiques les réponses pour trouver des courants et les tensions sans avoir fait une mesure, sans avoir mesuré à l'ampèremètre ou au voltmètre. Voilà. Bon, ça on étudie ça dans des cours d'électricité. Oui, mais on étudie ces bases-là parce qu'en fait,
ils sont utilisés en électronique par après. Bon, on ne réapprend pas tout en électronique, hein, on apprend en partie en électricité beaucoup de choses, et puis en électronique, on apprend d'autres choses. Et les compléments des deux bon, font en sorte que vous comprendrez l'électronique. Donc, les bases qui sont données en électricité ou en électronique vous donnerez donne, je veux dire, les connaissances d'électronique. En fait, voilà. Donc, ça, si vous le répertoriez dans l'électricité, mais malgré tout, c'est de l'électronique parce que c'est des petits courants. Et si vous le répertoriez en électricité, ben oui, c'est de l'électricité. Bon, ça peut être étudié en électricité, mais ça peut être avoir un apport de connaissances pour l'électronique. Parce que si on commence à ne pas comprendre des systèmes comme ceci, l'électronique ne comprendra jamais. Donc voilà. Voilà. Et on part de la base de certaines connaissances attribuées, je veux dire, dans des cours d'électricité, électrocinétique, oui, parce que c'est là qu'on étudie les systèmes d'équations pour retrouver les courants et les tensions, mais je veux dire, c'est une première approche, une première visée pour le monde de l'électronique. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, ici, comme je vous dis, bon, vous pouvez avoir la phase théorique par calcul comme je viens de faire, mais la phase pratique, bon, ici, moi, je n'ai pas de matériel du tout, mais si j'avais du matériel, je vous l'aurais montré, hein, comment on fait ça, hein, comment est-ce qu'on met des résistances comme ceci. Bon, il suffit de les raccorder aux bons endroits, surtout, et de mettre la bonne tension. Si vous avez un générateur de tension, hein, de l'alimenter, de mettre la tension de 12 volts en continu. Et voilà, mais moi, j'ai pas le matériel pour vous montrer ça, ni la plaquette, j'ai même pas de plaquette, donc il faudrait que j'achète tout ça, mais bon, pas maintenant, parce que bon, je veux dire, j'ai les priorités, voilà, voilà. Mais sinon, si j'avais des plaquettes, je vous montrerai tout ça, avec comment on les raccorde, comment, je veux dire, comment on fait des montages comme ça, je veux dire, en pratique. Ici, ce qui est bien, c'est que c'est grand, donc on voit tout. Mais quand vous faites de l'électronique, tout est petit, on commence déjà moins à voir, on peut vite se tromper. Dire, il faut bien faire les raccordements correctement aux bonnes pins, parce que si vous passez à côté d'une pin, vous n'avez pas de connexion. Si vous n'avez pas de connexion, ben, il n'y aura pas de courant qui va circuler, etc., etc. Ouais, il peut y avoir tous des problèmes de montage, hein, qui font que dans l'observation, vous n'avez pas bien mis au bon endroit, vous avez peut-être fait créer un court-circuit, vous n'avez peut-être pas bien connecté, vous n'avez pas bien soudé, vous n'avez pas bien, si vous n'avez pas bien là, peut-être que vous avez mis un composant qui était défectueux, etc., etc. Tout peut arriver pour que le montage, je veux dire, soit perturbé, ne fonctionne pas, soit défaillant. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'on demande, je veux dire, de bien raccorder, bien souder, tout ça avec la soudure, il faut apprendre à souder à l'étain, hein. Bon, je veux dire, il suffit pas de mettre une boule comme ça d'étain et de se dire, bon, on a soudé, voilà, on s'est soudé, voilà, l'étain, elle doit avoir des propriétés caractéristiques, je veux dire, de couleur, de 1, au niveau de la forme, etc., au niveau de temps de passage et de la température, de régulation, voilà, il y a toute une science de la soudure à l'étain, comme il y a une science de la soudure au zinc, comme il y a une science de la soudure au chalumeau, enfin, à toutes sortes voilà, de soudure, il y a une science. À toutes sortes de soudure, il y a une science. Et pour bien souder, il faut apprendre à bien souder. Voilà, il faut un professionnel de la soudure qui vous montre comment faire pour pouvoir bien souder dès le départ et puis avoir ces heures de soudure pour se dire, bon, on commence à voir comment se fait la soudure, notamment pour les soudures, je veux dire, voilà, alors différentes soudures comme oxyacétylène, etc., etc. Bon, c'est toute une science pour savoir comment bien souder, pour pas qu'il y ait, je veux dire, des fissures qui soient provoquées par après ou qu'il y ait de la rouille qui viennent intervenir, s'intercaler, puis qui viennent désagréger la soudure, qu'une soudure ne saute pas, etc., etc. Alors, comment faire pour faire en sorte que la soudure soit bien faite? Bon, voilà. Bon, ben, ici, je me suis un petit peu écarté, mais c'est pour vous dire qu'en électronique, il y a aussi de la soudure, hein. Voilà. Et que la soudure, il faut savoir souder aussi, c'est tout un art. Voilà. Il suffit pas de pointer euh, de la soudure et se dire, ouais, bon, je suis le meilleur soudeur d'étain. Non. Et attention, quand vous respirez les, euh, les vapeurs d'étain, il faut aérer, ça c'est de 1, il faut essayer de ne pas se respirer ces soudures d'étain parce que ça reste de l'étain, hein. Voilà, ça reste nocif, hein. Toutes les vapeurs de soudure sont nocives, hein. Il n'y a pas photo là-dessus, hein. Parce que, à la longue, les poumons, ils prennent, hein. Quand je dis à la longue, au bout d'une dizaine d'années de soudure, c'est un qui soude tous les jours, vous pouvez me croire qu'au bout de 4-5 ans, 10 ans, entre 5 et 10 ans, commence à avoir des séquelles au poumon. Donc, je veux dire, quand vous soudez, mettez un masque. Un masque pour ne pas respirer les vapeurs nocives quelle que soit la type de soudure, au zinc, au zinc, au fer, ou ce que vous voulez, à l'aluminium, à l'étain, ou ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Je veux dire, prenez vos précautions au niveau déjà des yeux pour certains types de soudure,
parce que ça fait et de gants, hein, pour se munir de gants, etc. Parce que certaines soudures, je veux dire, brûlent, hein, brûlent. Que ce soit l'étain, vous mettez une si vous touchez votre doigt avec 300 degrés de température régulée, ben, vous brûlez le doigt fatalement. Soudure, c'est toujours l'apport de chaleur pour mettre en fusion un métal. Donc, fatalement, on a besoin de chaleur. Qui dit chaleur, il faut faire attention à la chaleur. Donc, il faut faire attention à la chaleur, aux vapeurs nocives, et si, certaines lumières qui sont pas bonnes pour les yeux. Donc, il faut vous protéger les yeux, protéger les poumons, être protégé. Je veux dire, que même si c'est de l'étain, hein, soudure à l'étain, la longue, vous respirez des vapeurs nocives, il faut se protéger euh, au moins les poumons, c'est-à-dire par un masque. Voilà, un masque. Et puis, pour certaines soudures, il faut des gants et un équipement adapté, avec des chaussures adaptées. Voilà, parce que une split de soudure peut venir vous brûler. Donc, si vous n'avez pas de combinaison spéciale de soudure, ben, méfiez-vous. Voilà, et alors se protéger les yeux contre certains rendements, je veux dire, voilà, provoqués par, je veux dire, l'arc de certains types certains types de soudage. Voilà, ça c'est pour les précautions de sécurité d'usage. Voilà. Donc ici, rien ne vous empêche de faire comment est-ce qu'on appelle ça? Une petite plaquette électronique avec ses composants et de l'alimentant en 12 volts. Et vous allez voir que ces résultats que vous allez trouver, les résultats que vous allez trouver ici mathématiquement, ben, vont se rapprocher, dire avec une certaine. Ça c'est plus précis, bien sûr, le calcul est plus précis que le montage, parce que le montage va faire intervenir, comme je vous ai dit, des petites erreurs, hein, des erreurs hein, hein. Tout d'abord ici, les fils ils ont une certaine résistance. Hein. Voilà. Les bouts de fil ils ont une certaine résistance. Hein. Donc déjà ça provoque la résistance n'est pas forcément celle que vous allez acheter avec précision. Enfin, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des tolérances. Plus ici, les connectiques ici, le fait de connecter va induire certaines résistances de contact. Hein. Des résistances de contact ici. Donc ça va modifier un petit peu la résistance, un petit peu, mais bon, un petit peu plus un petit peu, c'est plus un petit peu, c'est plus un petit peu. Donc les imprécisions que vous allez voir, c'est du un petit peu, plus l'appareil de mesure qui est un petit peu, je dirais, imprécis, plus ci qui est un petit peu imprécis, plus ci qui est un petit peu imprécis. La tension régulée que vous allez mettre n'est pas forcément 100% précise. Bon, voilà, c'est un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, fait que vous allez avoir des petites différences par rapport au calcul. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, donc en fait, vous pouvez faire un montage comme ça et acheter voilà. Vous équipez d'un voltmètre, un ampèremètre. Bien sûr, l'ampèremètre, il n'en faut pas 4. Hein. À chaque fois, vous pouvez mesurer en déconnectant point par point, en repositionnant l'ampèremètre à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, voilà, à cet endroit-là, où vous voulez l'ampèremètre. Voilà, il ne faut pas acheter 5-6 ampèremètres pour faire ça. Hein. Vous en achetez un, vous les positionnez à différents endroits, à différents moments pour mesurer le courant. Voilà, et voltmètre, c'est pareil. Vous positionnez à différents endroits, il ne faut pas acheter 36 voltmètres. Voilà. Voilà. Vous achetez un voltmètre, un ampèremètre. Bon, généralement, on achète un- vaut mieux avoir un voltmètre. Quand on fait de l'électronique, un voltmètre à aiguille et un voltmètre numérique. Pourquoi l'aiguille? C'est pour voir les variations. Juste pour voir si quand il y a des systèmes électroniques, on a envie de voir si il y a une petite variation. Moi, on utilise l'aiguille. Et pour le numérique, c'est pour avoir de la précision au niveau de la prise de mesure. Voilà, bon, c'est pour ça qu'on utilise l'aiguille et le numérique. Donc, quand on fait vraiment de l'électronique, il faut deux appareils. Appareil à aiguille, appareil électronique. Voilà. Il faut deux appareils. Voilà. Quand on fait l'électronique, c'est comme ça. Voilà. Et leur permettre, c'est pareil. On va avoir un numérique et un à aiguille. Voilà. Et quand on fait de l'électronique, bien sûr, il faut s'équiper d'un oscilloscope pour voir. Parce que les signaux ne sont pas forcément continus ou alternatifs. Il faut pas avoir tout type de signal, un peu bizarroïde, même en radio-TV, on a des signaux bizarroïdes. Donc, on s'équipe ce qu'on appelle un oscilloscope qui permet de, je veux dire, de voir le signal et de mesurer toutes les caractéristiques, de prendre en considération toutes les propriétés caractéristiques du signal. Voilà. Mais un oscilloscope, lui, bon, peut fonctionner sur une bande passante. Hein. Moi, je veux dire, ça veut dire que si vous allez trop loin en fréquence, il faut acheter des autres appareils qui permettent de voir la fréquence que vous utilisez. Parce que si vous êtes en très haute fréquence, je veux dire, l'oscilloscope, c'est une bande passante en fréquence, il ne mesurera pas ce que, je veux dire, la fréquence est trop élevée pour le besoin. Chaque besoin, je veux dire, chaque besoin nécessite, je veux dire, un appareil, je veux dire, en fonction du besoin. Voilà. Tout le monde ne fait pas de la très haute fréquence. Là, tout le monde ne joue pas en HF, en haute fréquence ou très haute fréquence. Voilà. Donc, je veux dire, ceux qui utilisent la HF, ils utilisent des appareils spécifiques. Voilà. C'est pour la petite histoire. Voilà, donc le minimum de l'équipement pour s'équiper de ça, un voltmètre, un ampèremètre, à rigueur un aiguille, un numérique et à rigueur un oscilloscope. Bien, généralement, quand on fait de l'électronique aussi, il faut un générateur de signaux.
Hein, générateur de tension triangulaire, rectangulaire, carré, je veux dire continu, tralali, tralala, voilà. Voilà, qui permettent d'avoir différentes tensions, différentes fréquences sur une gamme de fréquences bien précise de fonctionnement de l'appareil. Voilà, ceci étant dit, voilà, si vous voulez vérifier, ben, achetez ces composants-là. Vous les achetez, vous faites un montage comme ceci. Ben, rien ne vous empêche. Ça prend en tout et pour tout, pour faire un petit montage comme ça, 10 minutes. Hein, pour composer tout ça, ça prend 10 minutes. Hein, le temps de faire juste 10 minutes, quand je dis 10 minutes, c'est pour faire. Vous devez juste faire attention de ne pas vous connecter dans une pin à côté. Parce que là, il n'y aura pas de contact. Hein. Il faut qu'il y ait une interconnexion, bien sûr. Si vous mettez dans une pin ici et l'autre dans une pin là, alors ben, les pins ici, il n'y a rien qui est aligné. Il fallait vous mettre là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je parle de plaques je veux dire, une plaque matricielle de connexion. Si vous mettez là et l'autre ici, ben, vous voyez qu'il y a un écart ici. Il fallait se mettre dans la rangée là. Donc là, il n'y aura pas de. Donc si vous faites fonctionner le montage, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a pas de liaison ici. Il aurait fallu le mettre là pour avoir une même lignée, sur une même lignée, un contact physique, je veux dire électrique. Donc il faut faire des bons raccordements et juste faire attention à ça prend du temps. Donc 10 minutes c'est fait. 10 minutes de montage en prenant son temps, 10 minutes, on regarde tout, là, on passe toutes les résistances qu'il faut. Hein, avec des annotations, on peut même mettre des annotations, petit A, petit B, soit avec des petits autocollants A, B, C pour montrer les points A, B, C, D, pour avoir une structure qui ressemble à une structure sur feuille de papier ou une structure sur un tableau ou une structure. Ah, voilà. Si vous avez mis tout le schéma sur feuille de papier, il faut toujours un schéma d'abord. Hein. Vous faites d'abord toujours. En électricité électronique, le schéma c'est fort important. Un schéma c'est fondamental, avec un maximum de marquage pour bien se repérer. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce montage électronique, à ce moment-là, quand on a tout, ben, en fait, on essaie de le monter et on regarde par rapport à la feuille de papier, on monte, on regarde son montage par rapport à la feuille de papier et on monte sur, sur là où il y a des bornes. Un montage là où il y a des bornes. Je ne me rappelle plus du nom du plastique là, blanc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça se vend dans les commerces pour faire des montages électroniques. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà, ça prend 10 minutes à tout casser. Bon, pour celui qui veut faire du montage pratique, bon, il a le montage ici, il le fait, il achète les composants, il fait ça. Il achète les générateurs de tension, et il fait tout. Il achète l'ampèremètre, voltmètre. Bien sûr, c'est un investissement au départ, mais c'est pour celui qui fait de l'électronique pratique, il y a un minimum d'investissement. Il ne va pas faire de l'électronique, je veux dire, sans rien du tout. Hein. Bon, il y a un minimum. Hein. S'il n'a pas de voltmètre, d'ampèremètre, s'il n'a pas de générateur de tension, il n'a pas d'oscilloscope, ben, c'est pas la peine qu'il fasse de l'électronique, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va faire quoi? On va faire quoi? Si c'est pas aller chercher des composants d'électronique, résistance, condensateur, diode, etc., transistor, par là, par là, s'il n'est pas capable d'acheter ça, ben, qu'il arrête l'électronique, c'est pas la peine. Il arrête l'électronique au moins pratique, mais il peut en faire de l'électronique théorique en attendant que, bon, ils mettent un petit peu d'argent de côté. Il fait de l'électronique théorique, il met un petit peu d'argent, et jusqu'au jour où il a de l'argent, il achète, il s'est investi pour faire de l'électronique, on va dire, électronique, comment est-ce qu'on appelle ça, pratique, qui peut devenir un hobby. Voilà, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément pour travailler. Voilà. Et notamment, les principaux sociétés d'électronique se trouvent, je veux dire, Taïwan, la Chine, voilà. Les usines de montage sont là-bas. Hein. Hein, je veux dire, les usines de montage sont faites avec, dans ces pays-là, Taïwan, la Chine, Hong Kong. Enfin, voilà, c'est toute l'Asie qui est preneur de montage électronique. Maintenant, les concepteurs, bon, les concepteurs, on les trouve dans certains pays bien spécialisés qui ont la connaissance de conception. Hein. Voilà. Ça, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, bon, il est pas partout. Pas partout le savoir-faire. On retrouve les concepteurs au Japon, en Inde, aux États-Unis, les concepteurs en électronique en Allemagne, bien sûr, d'office, en Allemagne, en France, les concepteurs électroniques. Les concepteurs électroniques, je veux dire, en Angleterre, les concepteurs, voilà, je parle des concepteurs. Maintenant, les usines de montage électronique, on peut trouver ça partout dans le monde. Mais généralement, on trouve ça en Asie, voilà, partout dans le monde. Dès le moment où la conception a été faite, le montage, il est facile. Voilà, c'est des équipements on vous dit d'interconnecter ça avec ça, ben, tout ça, tout le monde fait, fil bleu avec fil bleu. Là-bas, tu mets 3-4 résistances. En plus, il y a des matrices de montage où tout est déjà dessiné, il n'y a plus qu'à placer. Là, vous avez une résistance de 4,7 kΩ, par exemple, j'invente.
eh ben, le gars il vient mettre sa résistance sur le 4,7 kΩ. S'il y a un condensateur céramique à mettre voilà, d'une certaine valeur à un certain endroit où il est marqué, ben, il est marqué, donc lui il vient plus qu'à le mettre. Puis il passe au suivant, et le suivant il vient faire les soudures. Puis le suivant il vient rajouter un transfo. Puis le suivant vient mettre un refroidisseur. Puis le suivant vient remettre, je sais pas moi, un pont de diode. Puis le suivant il va mettre, voilà, et c'est ça la chaîne, c'est à travers la chaîne. Et tout ça à la fin, le montage se fait comme ça. Mais ça c'est, je veux dire, accessible à n'importe qui, hein, n'importe quel qui donne, on vous dit, écoute, tu places ça là, tu restes assis à ton poste et tu fais ça de 24 heures sur 24, c'est comme un robot. À la rigueur, autant le faire par un robot, mais bon, humainement, socialement, on fait gagner de l'argent aux êtres humains pour sociabiliser les gens et qu'il y ait un revenu. Donc, mais sinon, on peut faire ça par des robots, hein, des chaînes robotisées, complètement 100% robotisées. Et voilà, il faut tous les systèmes, tous les montages électroniques par les robots. Et donc, il n'y a plus besoin d'êtres humains. Voilà, c'est pour la petite histoire. Voilà. Mais les concepteurs, ils sont jamais dans l'usine là où ils font les montages. Hein. Les montages, n'importe quelle usine peut être située n'importe où dans le monde. Les concepteurs, ça c'est, je veux dire, docteurs en électronique, bon, qui ont des fortes connaissances en électronique, qui font que bon, ils conçoivent des montages. Et après, les montages subissent les tests. Et puis les tests, ils sont validés, c'est-à-dire que le montage est cohérent après un certain nombre d'heures d'essai, hein, qu'il ne va pas claquer, que certains éléments ne vont pas claquer au bout de 20 heures, 24 heures, 30 heures, ou qu'il n'y a pas un court-circuit qui va arriver, ou qu'il n'y a pas une anomalie qui va arriver. Bien sûr, il y a des tests de qualité qui sont faits, des tests de tout. Hein. Des tests, ils testent si le montage il est bon, si le test, voilà, s'il n'y a pas de moyen de retravailler certaines choses pour, par exemple, produire, enfin, pour ne pas consommer. Est-ce qu'il y a moyen de consommer moins dans une plaque électronique? Est-ce qu'il y a moyen de réchauffer, refroidir plus certains composants? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de outrepasser certains circuits pour, je veux dire, pour que l'information, je veux dire, passe plus vite? Je sais pas, parce que c'est vrai que circuit électronique, quand on a des passages d'informations, c'est bien de dire qu'on a autant de gigahertz de transfert de données, mais c'est pas comme ça en fait. Si une horloge va à une certaine fréquence, mais les données ne suivent pas parce qu'elles passent dans les composants, il y a toujours des retards. Ah, l'électronique a toujours des petits retards, et des petits retards, plus un petit retard, plus un petit retard, ça fait toujours un retard. Voilà, il y a toujours des retards. Voilà. Un retard, plus un retard, plus un retard, plus un retard. Dans la transmission de données, mais ça fait un retard. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Les gens ils croient que bon, hein, parce que l'horloge, on lui dit que l'horloge va à telle cadence, que les données vont à telle cadence. C'est pas vrai, parce qu'ils passent par des composants, il y a des buffers et tout, et c'est bon, voilà, tout est ralenti par l'électronique interne. Hein, c'est un petit peu de la foutaise de dire, bon, les données sont cadencées à telle fréquence. C'est faux, c'est faux. C'est complètement faux. Complètement faux. C'est comme un petit peu les couleurs. On a 17 millions de couleurs, mais les couleurs, on les voit pas toutes. On les voit pas toutes, donc 17 millions, ça sert à rien. Annoncer qu'il y a une fréquence horloge d'un processeur qui travaille à telle fréquence, ouais, ça c'est de la foutaise, parce qu'en fait, les données, les datas qui sont des bits, hein, transfert de bits, hein, je veux dire, voilà, transmission de données, qui sont des signaux rectangulaires comme ceci, hein, voilà. Ben, je veux dire, ces signaux-là, ben, ils ont un temps de propagation. Ouais, que quelqu'un va me dire que c'est pas vrai, ben, je veux dire, voilà, ils ont un temps de propagation, donc fatalement, ils ne sauront pas travailler à la cadence horloge folle qu'est comment, la cadence donnée par l'horloge. C'est pas possible de travailler à cette cadence-là. C'est comme si quelqu'un vous disait, bon, je vais créer un temps, je vais taper à la main comme ça, voilà, mais je vais taper très très vite. Et pendant que je tape très très vite, ben, tu vas chercher un café, tu vas chercher un pain, un café, tu vas chercher. Bon, vous comprendrez que le gars qui arrive à la boulangerie, mais déjà il doit attendre que le boulanger le serve. Bon, c'est déjà de ça. Il va aller chercher un café, c'est pareil. Le temps qu'il cherche de prendre sa tasse, etc. Donc, entre la cadence que je vais faire comme ceci et toutes les tâches, les jobs qui vont se faire, vous comprendrez que les tâches et les jobs, même si les tâches et les jobs se font très rapidement, il y a toujours des délais pour faire ce job-là, malgré que, je veux dire, il faut aller. Et la cadence, comme ça, c'est facile de donner une cadence. L'horloge, elle a facile de donner une cadence, mais l'électronique ne travaille pas à cette cadence-là. Elle essaie de travailler, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont ralenties. Voilà, c'est ça que je veux dire. Des temps de propagation, des buffers qui vont ralentir. Voilà, des données qui vont. Toutes les données vont pas être traitées en même temps. On va traiter une partie, puis une autre partie va être traitée. Voilà. C'est pour ça qu'on a introduit les concepts multiprocesseurs, c'est pour cette raison-là, multiprocesseur. Et en cours, plus vous allez donner des tâches à des processeurs, et plus il faudra encore plus de processeurs. Donc c'est une course folle. C'est une course folle. Je veux dire, bon,
On fait travailler toujours de plus en plus. Lui adjoignant à un PC, par exemple, de multiples processeurs, mais le multiprocesseur, ils vont toujours à un moment donné, je veux dire, si on lui donne de plus en plus de travail, parce qu'on dit, oui, un gros processeur, il sait faire beaucoup de choses, mais on va lui attribuer beaucoup de travail. Mais quand on lui a beaucoup de travail, à un moment donné, il va être saturé aussi. Donc voilà, et il faudra encore un jour penser à 4 processeurs, puis 5 processeurs, puis 6 processeurs, puis 10 processeurs. Puis après, c'est interminable, hein, c'est interminable. Bon, je veux dire, le truc on va lui donner plus de travail, et voilà, bon, c'est toujours comme ça, hein. On en veut toujours plus, hein, on en veut toujours plus, mais bon, c'est comme ça. Donc, je veux dire par là que je sais pas pourquoi je m'étais étalé en parlant de ça, pour la cadence de travail des processeurs, je sais pas pourquoi. Enfin bref, vous regarderez la vidéo, vous comprendrez pourquoi j'ai commencé à parler de ça. Voilà, voilà je me suis un peu trop étalé par rapport à la vidéo, mais vous comprendrez qu'ici, bon, j'ai fait un aspect mathématique des choses d'un circuit, mais j'ai fait aussi une petite philosophie en arrière-plan de ces petits circuits-là, comment on les traite, et je veux dire à quoi ils servent et quand est-ce qu'ils les utilisent. Voilà. Si vous ne vous intéressez pas à la partie philosophique, bannissez-la. Maintenant, si il n'y a que la partie calcul qui vous intéresse, gardez la partie calcul. Voilà, calcul, ce que j'ai expliqué ici, K84, voilà. Et si c'est la philosophie en plus qui vous intéresse, ben regardez le restant de la vidéo. Et elle était longue parce qu'elle a duré, je vois, à première vue, à 1h26. Bon, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.